de Madame Nicoulet, qui est adjointe au service des réclamations des événements indésirables et des vigilances, et qui va nous présenter donc les notifications qui concernent les suicides et tentatives de suicide en Ile-de-France. Bonjour à tous, je vous remercie de l'organisateur, voilà, le petit de m'avoir invité. Donc, je représente en effet l'Agence régionale de santé. Je suis cependant pas à la direction de la santé publique, ni à la direction de l'offre de soins. Je suis dans une direction de la veille et sécurité sanitaire, qui est une direction transversale en fait à l'Agence régionale de santé, et donc plus particulièrement en charge des réclamations, événements indésirables et vigilance. Alors, avant de vous présenter les résultats sur les événements indésirables graves qui sont survenus lors de prise en charge en soins, que ce soit hospitalier, en médico-social ou en ambulatoire, qui étaient de type de nature suicide ou tentative de suicide, je souhaitais vous rappeler en fait pourquoi il est important de déclarer, que ce soit en interne dans vos établissements ou en externe, lorsque c'est réglementairement demandé, ou bien même lorsque vous souhaitez faire des déclarations externes. Vous pouvez toujours faire des déclarations externes, même lorsque ce n'est pas réglementairement obligatoire. Vraiment, l'objectif, le message de l'Agence régionale de santé en Ile-de-France, j'insiste parce que toutes les agences régionales de santé n'ont pas forcément le même positionnement par rapport à ces déclarations. Pour nous, la détection et la déclaration des événements ont vraiment un rôle fondamental en matière de prévention. C'est une démarche d'amélioration continue de la sécurité et de la qualité des soins. Et c'est vraiment à ce titre que l'on souhaite que les établissements, de plus en plus, déclarent. Et même si vous déclarez au-delà de ce que vous voulez déclarer, que vous devez réglementairement déclarer, ce n'est pas grave. Et vous le savez comme moi, les événements indésirables graves associés aux soins, c'est des déclarations sans délai et obligatoires. Et on le sait bien, la HAS l'a publié, il n'y a même pas 10% des événements indésirables graves associés aux soins qui sont effectivement déclarés. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait des rétex qui soient faits par les établissements pour les faire progresser. Et nous, au niveau régional, ce qu'on souhaite, c'est arriver à fusionner les rétex avec, par exemple, l'aide de la Starac, souvent, pour justement avoir des descriptions d'événements et également des actions qui sont proposées par les établissements qui puissent servir à d'autres établissements. Parce que souvent, des établissements disent « mais chez moi, ça ne peut jamais arriver ». Mais si, ça peut arriver à tout le monde, voilà. Quel que soit... ce n'est pas forcément un critère je dirais, de qualité. Vous pouvez avoir des événements indésirables graves qui surviennent, c'est important de les déclarer. Et c'est vraiment différent, l'objectif de la déclaration, et c'est pour ça aussi que les professionnels doivent être formés en interne dans les établissements. L'objectif de la déclaration, ce n'est pas un objectif de sanction d'une personne ou d'une institution. On essaye d'ailleurs à l'ARS de déconnecter les déclarations d'événements indésirables avec les processus d'inspection. Ce n'est pas forcément la même chose quand c'est des réclamations qui nous arrivent. Parce que la réclamation, elle n'est pas faite par l'hôpital ou l'institution, elle est faite par la personne qui a été hospitalisée ou qui est résidente. Et lorsque dans une réclamation, on voit des événements graves qui auraient dû être déclarés, c'est vrai que ça peut déclencher des inspections. Par contre, sur le côté événements indésirables graves, franchement, on est vraiment dans une approche plutôt d'essayer de comprendre et d'aider les établissements à faire du rétex, de faire connaître les rétex des uns et des autres pour qu'il y ait une amélioration. Et donc, ça peut évoluer. Après, vous savez, les événements indésirables graves sont aussi analysés par la HAS au niveau national et débouchent sur des recommandations de bonne pratique. Je voulais juste revenir sur la définition des événements indésirables graves. C'est un événement qui est associé aux soins, qui est réalisé lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux, d'actions de prévention également. Et la particularité, c'est que c'est un événement qui est inattendu au regard de l'état de santé du patient et de sa pathologie, et dont les conséquences sont soit le décès, soit la mise en jeu du pronostic vital,
soit l'existence d'un déficit fonctionnel permanent. Voilà, c'est une définition qui est rédigée dans le Code de santé publique. Parce que vous pouvez également déclarer d'autres choses. Par contre, quand un événement a cette définition, normalement, il est obligatoire de le déclarer sans délai. Alors, sans délai, ça ne veut pas dire grand-chose. Classiquement, nous, ce que je vais vous l'expliquer ensuite, on cherche déjà immédiatement d'avoir une idée sur le risque de reproductibilité. Donc c'est pour ça qu'on aime bien que le sans délai ce soit rapide. Par contre, mais on accepte quand même, je dirais que tant que c'est déclaré dans les 15 jours qui suivent l'événement, on est content parce que ça permet quand même une réactivité et ça vous permet à vous de vous poser pour bien décrire l'événement, comment il est arrivé. Parce que si on le décrit des fois dans la demi-heure qui suit, on peut louper, surtout lorsque c'est des problèmes de coordination, on peut le décrire de façon erronée. Donc, on préfère que vous preniez un peu de temps pour qu'il y ait une bonne qualité. Mais par contre, pas plus d'un mois. Au-delà d'un mois, là, vraiment, voilà. Et il y a des établissements qui nous font leur déclaration de l'année le 31 décembre. Voilà, donc c'est un peu dommage. Je voulais juste vous expliquer en fait ce qui se passe à l'ARS quand on reçoit ces événements. Donc l'événement, vous le saisissez sur une plateforme nationale. Il nous est transféré à un point unique. La déclaration donc, peut être un événement indésirable grave et puis d'autres types d'événements si vous le souhaitez. Tout de suite, il est lu dans la journée. Au pire, 48 heures. Ce qu'on recherche, c'est la reproductibilité, le risque de reproductibilité. Alors, par exemple, sur les suicides, on a eu par exemple des suicides d'une jeune, je me rappelle, pour donner un exemple, on a eu un suicide d'une jeune fille hospitalisée en psychiatrie dans sa chambre. Elle avait fait déjà une tentative de suicide, c'est pour ça qu'elle était hospitalisée, et dans sa chambre, il y avait des rideaux, et elle s'est pendue avec ces rideaux. Donc c'est vrai qu'immédiatement, on a demandé au service de vérifier que dans les autres chambres, il n'y avait pas de rideaux. C'est trivial, mais voilà. On en a eu un autre récemment, une tentative de suicide également, qui est hospitalisée également en psychiatrie, et la patiente arrive à dévaliser quasiment la pharmacie du service et à se procurer tous les médicaments qu'il faut pour pouvoir se faire une autolyse médicamenteuse. Donc voilà. C'est aussi assez trivial de se dire comment ça se fait qu'elle ait pu avoir accès à une pharmacie hospitalière. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réagit très vite et on demande à l'établissement de vérifier immédiatement que ça ne se reproduise pas dans l'établissement. Et autrement, si l'événement est bien décrit, on n'embête pas plus que ça l'établissement. C'est le premier volet. Et le deuxième volet, qui est l'analyse approfondie de l'événement qui est fait par une équipe pluridisciplinaire, on vous laisse le temps réglementaire des 3 mois pour la faire tranquillement. Voilà. Et c'est après, lorsqu'on aura les 2 volets, qu'on va éventuellement revenir vers vous s'il y a des choses ou des actions qu'on ne comprend pas. Voilà. On fait en fait exactement le même process quand c'est une réclamation. La réclamation, par contre, c'est quelque chose qui est décrit de façon beaucoup plus... Aussi bien les événements indésirables graves, c'est très standardisé. La réclamation, c'est quelqu'un qui écrit, il peut écrire 10 lignes, il peut écrire 30 pages. Donc, et puis, vous, c'est directement sur un système d'information, alors que la réclamation, ça arrive sous forme papier, et c'est donc les agents de l'ARS qui, en lisant la réclamation, se disent quels sont les griefs, quels sont les problèmes, et voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile d'exploitation, mais on fait les mêmes demandes à l'établissement, si on repère un problème de reproductibilité, et puis si on demande également l'avis de l'établissement sur cette réclamation, parce qu'on considère que c'est le premier qui aurait dû être informé. Voilà, et ensuite, quand on a tout fini, on fait une réponse de clôture à l'établissement. Soit tout va bien, on clôture, il n'y a pas de souci, soit on clôture, mais on fait quand même un suivi des actions. Quand il nous propose des actions à 3 mois, à 6 mois, on suit pour savoir si ces actions sont effectivement mises en place. Voilà, et puis ensuite, toutes ces informations vont dans une espèce de ce que j'appellerais un système de cartographie des établissements, qui peuvent servir quand, par exemple, l'HAS va faire une visite.
Donc, il nous interroge sur quels sont les événements qui sont signalés par cet établissement. C'est vrai que c'est très péjoratif de n'avoir aucun signalement, aucune déclaration. Nous, on le met comme une alerte péjorative pour l'HAS. Et d'autant plus que s'il y a beaucoup de réclamations, embêtant. Voilà, et également, on leur fournit dans la carte une cartographie des autres événements qui peuvent être déclarés par l'établissement, soit des réclamations, soit également des vigilances, des incidents de vigilance. Donc en fait, c'est pour ça que vous pouvez être surpris quand les visiteurs de l'HAS passent. Des fois, ils connaissent des choses que même vous ne connaissez pas, parce que tout simplement, ils nous ont interrogés en amont. Systématiquement, maintenant, on informe l'HAS 3 mois avant la visite. Voilà. Et pour vous donner une idée de la place des suicides et des tentatives de suicide dans vos déclarations d'événements indésirables graves, vous voyez qu'ils sont quand même avec les principales. Alors là, vous avez en vert le sanitaire et en bleu le médico-social. Bon, évidemment, dans le sanitaire, vous avez la prise en charge chirurgicale, la prise en charge périnatale, la prise en charge aux urgences, mais vous avez également le suicide et à plus petit nombre de tentatives de suicide. Ça, c'est une présentation sur un an, hein. C'est la présentation 2021, à peu près la même chose d'une année sur l'autre, c'est les mêmes thématiques qui reviennent. Vous voyez que la thématique suicide, en sanitaire ou en médico-social, est quand même importante. Alors là, je vous présente en fait, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'événements qui concernent les suicides et les tentatives de suicide, donc on a fait une compilation de 3 années, entre 2019, 2020 et 2021. Donc on avait 177 événements indésirables graves qui concernaient cette thématique, 143 qui étaient survenus en établissement de santé et 32 en médico-social, 2 auprès de professionnels de santé libéraux. Donc là, ce qui est curieux, c'est qu'on avait un nombre, les années précédentes, c'est pareil, à peu près stable sur les suicides. Globalement, on n'a pas eu d'augmentation entre 2020 et 2021 du nombre de déclarations sur ces 2 thématiques, si on cumule les 2 thématiques. Par contre, si on regarde thématique par thématique, on a eu une augmentation nette entre 2020 et 2021 de la déclaration du nombre de suicides en établissement, et une diminution, par contre, des tentatives de suicide. Donc on a l'impression que les établissements nous déclarent ce qui est le plus grave, hein, donc le décès. Donc là, et c'est dommage parce que c'est souvent sur les tentatives de suicide où c'est c'est des accidents, mais il n'y a pas eu mort d'homme, et c'est beaucoup plus facile de travailler aux mesures à prendre quand il n'y a pas eu de décès. Voilà, c'est beaucoup plus facile à gérer avec les équipes que quand il y a eu des décès. Une répartition là, de ces données par département. Alors, il faudrait rapporter à la population pour voir où est-ce qu'il y en a plus, où est-ce qu'il y en a moins. Là, je ne peux pas vous le dire comme ça. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on voit bien quels sont les départements où il y a une sous-déclaration des tentatives de suicide, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de tentatives par rapport à des suicides d'un département à l'autre. Or, on voit que, par exemple, Paris, les 3/4, il y a très peu de décalage entre les déclarations de suicide et de tentatives de suicide, alors que la Seine-Saint-Denis, il y a un décalage important. Voilà. Et je ne sais pas si on peut en tirer grand-chose, mais on pourra peut-être éventuellement faire des informations plus poussées sur certains départements avec la Starac sur les établissements, sur les départements sur lesquels il faut renforcer la déclaration des événements. À côté, c'était juste ce que je vous ai dit plus tôt, c'est que vraiment les déclarations sur les suicides et les tentatives de suicide sont faites principalement par les établissements de santé. Là, c'est un descriptif des natures de l'événement, comment la personne s'est suicidée dans l'établissement, principalement par pendaison, par défenestration, par intoxication médicamenteuse, qui d'ailleurs là conduisent plutôt à des tentatives de suicide que des suicides. On signale aussi quelques accidents de voyageurs, et ça c'est
c'est en fait des sorties souvent de psychiatrie. Voilà. En termes de répartition par sexe, eh bien, ces événements concernent 78 femmes et 98 hommes, donc voilà. Il y en avait un qui n'avait pas de sexe. Par contre, quand on regarde sur les suicides, c'est plutôt les femmes. Alors les femmes sont en bleu. J'ai pas fait les coloris classiques rose-bleu. Les femmes sont en bleu. Il y a un petit peu plus de femmes qui se suicident que d'hommes sur ces 3 années. Alors, où est-ce que les personnes se suicident dans les établissements de santé? Eh bien, dans les établissements de santé, principalement en psychiatrie, avec 64% de suicides au cours d'une hospitalisation de psychiatrie. Et pour ce qui est des autres services, c'est en fait principalement les services d'urgence, les services de soins et rééducation, les services de cancérologie et les services de gériatrie. Pour ce qui est du médico-social, mais en sachant que vous avez vu, il y a peu de suicides, c'est principalement en EHPAD, 84%, c'est de l'EHPAD, et les autres services, c'est principalement de l'handicap, handicap adulte. Voilà. Et il y a 3% en psychiatrie également, donc on ne sait pas si c'est de la mauvaise classification, mauvaise déclaration, puisque normalement on est sur du médico-social et que c'est peut-être des patients qui étaient en médico-social qui ont été hospitalisés en psy ponctuellement, et c'est sans doute le médico-social qui nous a fait la déclaration. Donc, comme je vous ai dit, il y a d'abord le volet 1 et ensuite l'établissement qui travaille sur son dossier. Premièrement, il étudie les causes profondes et immédiates de l'événement, qui sont classifiées selon la méthode alarme, dans le document qu'on vous demande de remplir, selon plusieurs catégories de causes. Alors évidemment, certaines causes peuvent s'intriquer. Évidemment, l'établissement peut définir plusieurs causes en lien avec l'accident. Et donc là, vous avez une description des causes. La principale citée, donc, c'est l'organisation et le management, avec l'équipe, le fonctionnement de l'équipe, l'environnement du travail, le contexte institutionnel, la cause liée au patient. Quand on dit cause liée au patient, c'est ses antécédents, ses comorbidités. Les professionnels et les tâches à accomplir. On a été assez surpris quand on a vu ce graphique sur cette thématique, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans les autres thématiques. Dans les autres thématiques, ressortent principalement le patient avec ses antécédents, ses comorbidités, et les tâches à accomplir, qui sont en fait toujours, quand l'accident arrive, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise définition des tâches entre professionnels, un glissement de tâches du fait de pas assez de professionnels, alors que chez vous, vraiment, les tâches à accomplir, on a l'impression que c'est absolument pas une cause d'événements indésirables graves sur les incidents de suicide et tentatives de suicide. Également, d'habitude, on trouve beaucoup de causes liées aux professionnels, la qualité de leur formation, le fait qu'il y ait des turnovers et que donc ce soit des intérimaires qui interviennent dans les services, et c'est souvent les causes qui sont soulignées comme étant à l'origine des événements. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et vous mettez en avant quelque chose qui n'est absolument pas mis en avant dans les autres événements, c'est le contexte institutionnel et l'organisation et le management. Je ne sais pas si c'est le fait des équipes qui analysent ces dossiers, comme il m'a dit que c'était majoritairement des services de psychiatrie qui déclaraient quand même. Est-ce que c'est des habitudes de travail ou de logique intellectuelle qui font que vous avez des profils sur les causes profondes et immédiates qui ne sont pas du tout les mêmes que pour les autres types d'événements. Voilà, c'est purement descriptif, je ne peux pas aller plus loin dans le pourquoi du comment, mais je vous le signale. Alors derrière, également, ce qu'on a essayé de regarder, alors
il est dans le volet 2, si certains se rappellent comment on fait les volets 2, on vous demande en effet de classer quels sont les facteurs qui sont à l'origine, et puis après on vous demande de décrire les actions que vous allez mettre en place pour que ça s'améliore. Et malheureusement, toutes ces actions, elles nous arrivent, nous, dans une case Excel, en paquet, en vrac. Et puis, vous les écrivez comme vous voulez. Les actions, c'est pas prédéfini. Il n'y a pas, je dirais, des lignes prédéfinies. Donc, chacun s'exprime comme il le souhaite. Donc, ça a été très, très difficile à analyser, puisqu'il a fallu qu'on relise tout et qu'on essaye de classifier les actions pour voir lesquelles répondaient à quoi et faire des grandes classes d'actions. Donc, c'est un peu compliqué et je remercie l'étudiante de Master 1 qui a fait le travail fastidieux d'essayer de reclassifier. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il y a une cause qui est définie, il y a toujours des actions, voire plusieurs actions qui sont proposées pour essayer d'y répondre. Vous voyez, quand il y a des déficits, des causes qui sont liées au protocole, par exemple, bien, évidemment, il y a plein d'actions sur la rédaction, la mise en œuvre, la révision des protocoles. Quand il y a des problèmes de formation qui sont mis en évidence, eh bien, il y a plein de propositions de formation diverses et variées qui sont faites. Même sur les changements organisationnels, où là, normalement, ça ne dépend pas uniquement de l'équipe qui fait la revue de morbidité et mortalité. Visiblement, il y a des propositions de changements organisationnels qui sont proposées lorsque vous repérez des changements organisationnels. Peut-être que vos équipes, quand vous faites les revues de morbidité sur ces sujets-là, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'acteurs de la direction qui participent, je ne sais pas. Ce qui pourrait expliquer, parce que d'habitude, il y a très très peu de... Sur les autres thématiques, il y a très peu d'actions organisationnelles, parce qu'en fait, ça ne dépend pas des gens qui font les revues de mortalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, c'est des premiers travaux, on pourrait faire mieux, certainement. On vous demande votre avis, on demande l'avis des professionnels qui font l'analyse sur l'évitabilité de l'accident. Et là aussi, vous avez des réponses qui sont différentes des autres thématiques, puisqu'en fait, devant un accident de type suicide, vous le considérez comme évitable ou probablement évitable, donc le bleu et l'orange, ça fait à peu près 29% ou 28%, alors que sur les autres thématiques, le évitable ou probablement évitable, c'est plus de 50%. De même, sur les tentatives de suicide, vous les jugez un peu mieux évitables, mais guère mieux. Alors que d'habitude, voilà, largement plus de 50% sur les autres thématiques. Alors après, c'est l'avis d'une équipe, mais quelque part, c'est beaucoup plus difficile de faire des propositions d'action sur des choses qui sont jugées inévitables. Voilà. Donc, est-ce que c'est... Alors, on a regardé du coup si vous changiez d'avis d'une année sur l'autre. Et en effet, on a l'impression que la cotation d'inévitabilité diminue. Donc, vous considérez que les événements sont de plus en plus évitables au fil du temps. Donc, peut-être que c'est... Et je pense que c'est une bonne chose de considérer qu'ils sont de plus en plus évitable, puisque quelque part, quand c'est évitable, on va faire des propositions, on va essayer de faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Sinon, quand c'est inévitable, ben, voilà, les bras m'en tombent, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, donc, on a regardé tout à fait par hasard récemment s'il y avait plus ou moins, en partant des établissements qui ont des services de psy ou de la psychiatrie, si vous aviez augmenté vos déclarations d'événements indésirables graves d'une année sur l'autre. Donc il y a eu une chute en 2020, le Covid c'est logique, et en 2021 il y a eu une remontée, mais juste au niveau actuel, au niveau de 2019. Il n'y a pas, donc il n'y a pas d'engouement de la psychiatrie pour la déclaration des événements indésirables graves. Donc, je vous incite tous à essayer voilà, parce que c'est à partir de ça
que toutes les équipes réfléchissent. Et après, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive au niveau régional à faire des groupes de travail sur des thématiques, des choses qui se reproduisent d'un établissement à l'autre et qu'il y ait une réflexion alors plutôt transversale aux établissements pour voir s'il y a des choses à mettre en œuvre. C'est vrai que c'est toujours... voilà, c'est toujours abominable de voir arriver des événements, des patients qui rentrent parce qu'ils ont fait une tentative de suicide et qui l'ont raté à l'extérieur et qui réussissent parce qu'ils sont hospitalisés. Enfin, nous, dans mon équipe, on voit que les trucs abominables. Hein, donc, on aimerait bien avoir des équipes au niveau régional, enfin avoir des projets au niveau régional qui permettent de voir diminuer ce type d'événements. Et puis je pense que vous aussi, évidemment. Hein, là, on a juste regardé s'il y avait plus de propositions lorsque vous jugiez évitable ou inévitable. Et bien évidemment, quand c'est évitable, vous faites plus de propositions. Et il y a également dans ce volet 2, on vous demande s'il y avait des barrières qui ont permis d'éviter l'événement. Eh bien, pour les suicides, vous voyez qu'il est constaté une absence de barrière dans de très nombreuses, 41%, 59% avaient une barrière qui n'a pas fonctionné, il y avait une barrière. Alors que dans les tentatives de suicide, vous avez beaucoup plus souvent la barrière, et là, souvent, elle a justement fonctionné. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour